make a change, turn the ship another way, feel it in the darkness. Bonjour à tous. Bonjour Myriam. Bonjour Carole. Vous êtes sur Osons FM dans Osons l'écologie et aujourd'hui, je serai à la technique et avec Carole à l'animation et elle fera le montage. Dans cette capsule, nous aborderons un sujet qui nous préoccupe au quotidien. Comment nourrir les humains sans détruire le vivant et la planète. Nous aurons 5 invités pour discuter de ce sujet. Béatrice Martin de la ferme de Dana, Lio et Frémy de la ferme des Herbes Folles de Thuré, Morgane de la LPO et Elena qui fait une formation d'herbaliste. Vous retrouverez l'agenda écologique et développement durable à la fin de l'émission. Tout de suite le Kesako. À votre avis, comment peut-on nourrir les humains tout en respectant le vivant et la planète ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait qu'on mange plus de légumes. En cultivant plus écologiquement. Oui, alors pour nourrir les hommes sans détruire la planète, il y a un film qui traite du sujet qui s'intitule Soleil vert. La solution est très simple, c'est à partir de 60 ans, il faut transformer les vieux en biscuits protéinés, et puis comme ça on s'auto-alimente. Et je trouve ça très bien. Ça protège la planète, ça empêche les vieux de nuire, et tout le monde est content. Je sais pas moi, cultiver bio, avoir ses propres cultures, ce serait ça ma réponse. Je pense que tout le monde devrait faire son jardin, comme ça tout le monde pourra se nourrir et se suffire à lui-même. Pour nourrir les hommes sans détruire la nature, on pourrait faire de l'agriculture sans utiliser de pesticides ou de machines. De 100 000 hominidés, il y a 1 million d'années, à environ 250 millions en l'an zéro, selon notreplanet.info, la population humaine est arrivée à 3 milliards en 1960. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, avec près de 8 milliards d'individus, nous sommes trop nombreux à trop consommer. Au-delà des incertaines projections sur notre nombre futur, la question se pose de comment nourrir tous ces humains, sachant que la Banque mondiale estimait en mars 2023 que 3 milliards de personnes n'ont pas les moyens de se nourrir sainement. Le temps des chasseurs-cueilleurs est loin et l'humanité compte énormément sur l'agriculture depuis son apparition au Moyen-Orient autour de 8500 avant Jésus-Christ et en Chine vers 7500 avant Jésus-Christ. Oui Myriam, et le problème c'est que l'agriculture, les systèmes de production alimentaire sont responsables de 30% des émissions de gaz à effet de serre et en partie de la dégradation de nombreux milieux et des sols et donc de la diminution de la biodiversité. Citons par exemple la déforestation, l'arrachage de haies, le comblement des mares, l'épandage d'herbicides, insecticides, fongicides sur des monocultures céréalières. Avec ces derniers exemples, on comprend les risques pour les humains et le reste du vivant. Précisons d'ailleurs que les agriculteurs sont les premières victimes de ces phytos, tels les organochlorés aujourd'hui interdits ou les néonicotinoïdes, des tueurs silencieux qui polluent insidieusement nos campagnes. C'est l'agriculture, Carole, ou les agricultures ? Alors, dans les manuels d'histoire et sur certains sites, on parle de 2 types d'agriculture. L'agriculture vivrière, aussi appelée de subsistance d'un côté, et l'agriculture commerciale ou intensive de l'autre. L'agriculture vivrière sert à nourrir la famille. Elle est manuelle. Elle utilise peu d'engrais et a un rendement inférieur au deuxième type. Elle est pratiquée majoritairement dans les pays en développement, plutôt pauvres, du Sud. Et en 2016, il y avait 2 milliards d'humains qui la pratiquaient. C'est déjà pas mal. La deuxième, aussi appelée conventionnelle, car elle est la plus courante et la plus souvent pratiquée dans les pays du Nord, elle cherche à maximiser la production, qui devient une production de masse. Cela passe par divers moyens, incluant l'exportation, la mécanisation, la sélection des semences, l'utilisation d'OGM, des partenariats aussi avec l'industrie agroalimentaire, l'élevage des animaux hors sol et bien sûr l'utilisation de produits chimiques, dont les engrais et les produits dits phytosanitaires, qui sont en fait les herbicides et pesticides. Bon alors, quand on a posé cela, on se dit que c'est pas gagné pour ne pas détruire le vivant. 3, it's a magic number. Heureusement, il n'y a pas que 2 sortes d'agriculture et des solutions existent pour nourrir les êtres humains et préserver la planète. En voici quelques exemples trouvés sur le site agricultureduvivant.org. L'agriculture raisonnée. Elle encourage les pratiques intégrant le respect de l'environnement sans compromettre la rentabilité économique. Elle est encadrée par un référentiel qui est complété par une certification environnementale dont le dernier degré est la HVE, haute valeur environnementale. Toutefois, les phytos et la fertilisation chimique sont autorisés et l'irrigation est moins réduite que d'autres types d'agriculture. Ensuite, l'agriculture durable. Elle assure la pérennité
des systèmes de production agricole en répondant à des enjeux sociaux, économiques et écologiques. Elle a pour objectif de préserver, voire améliorer les ressources naturelles, tout en produisant suffisamment avec des coûts raisonnables, en se fondant sur les principes des 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU, les fameux ODD. On parle aussi d'agroécologie, et cela se concrétise par de nombreuses techniques et approches visant à réduire la consommation d'intrants, à favoriser les circuits de consommation courts, et cela utilise notamment la couverture des sols et la régulation biologique, par exemple par le maintien et l'utilisation des prédateurs et pollinisateurs naturels. Inconvénient de cette agriculture durable, c'est qu'il n'y a aucun cahier des charges ou de certification. Clairement, sans des décisions et des interventions des législateurs, c'est-à-dire les gouvernements, les systèmes actuels favorisent bien souvent le modèle productiviste. Il y a ensuite l'agriculture de conservation des sols, aussi appelée ACS. Elle est née d'une approche systémique, donc on prend les systèmes dans leur ensemble, qui donne une place centrale au sol et à la matière organique, partant du constat d'appauvrissement des sols dans le monde. Elle repose sur 3 fondamentaux dont la combinaison est nécessaire pour optimiser sa réussite. Une perturbation minimale, voire inexistante du sol, une couverture quasi permanente du sol et la diversification, voire même la rotation des espèces cultivées. S'il existe un label, intitulé « Au cœur des sols », là aussi, pas de cahier des charges et l'utilisation des herbicides, par exemple, n'est pas forcément diminuée. Cela reste néanmoins une approche intéressante pour la restauration des sols et le maintien d'un humus sain. Pour nos auditeurs, je fais une petite parenthèse sur 2 termes. D'abord, l'humus, c'est la couche supérieure du sol créée et entretenue par la décomposition de la matière organique, par l'action combinée des animaux, des bactéries et des champignons du sol. Ensuite, sur le label bas carbone, institué par l'État français en 2018, qui gratifie les baisses de bilan carbone réalisées en 5 ans. Ce label repose sur la compensation carbone et, s'il peut mettre en valeur des pratiques vertueuses, il est financé par des entreprises privées fortement émettrices de CO2, donc n'invalide pas leurs pratiques. De plus, il ne couvre pas tous les secteurs d'activité, ni toutes les méthodologies de réduction ou de séquestration du carbone, et ne profite pas à ceux qui cultivent en bio ou de manière vertueuse depuis longtemps, car leur marge de progression est faible. Par ailleurs, les porteurs de projets peuvent faire face à des démarches coûteuses et complexes, et en plus, il y a un risque de greenwashing, la communication auprès du public en utilisant l'argument écologique. La séquestration de carbone dans les sols, par exemple, n'est pas équivalente à une réduction d'émissions, puisque le carbone n'est pas stocké de manière permanente. Merci Myriam pour cette explication. Je continue avec l'agriculture syntropique ou agroforesterie successionnelle. Elle se base sur le processus naturel de régénération des écosystèmes. Elle utilise un système de culture dense et complexe qui exige une connaissance fine des espèces et de leurs interactions, ainsi qu'une connaissance des caractéristiques des milieux exploités, sol et climat inclus. La gestion est minutieuse et la culture organisée par strates, avec une intervention calculée pour soutenir la croissance végétale. Il y a ensuite l'agriculture régénérative. Elle vise la régénération des sols ainsi que d'autres biens communs, tels que l'eau et la biodiversité, qui sont intégrés dans une approche globale, plus systémique, et en ce sens, elle va plus loin que l'ACS, dont elle reprend les 3 fondamentaux, en privilégiant les engrais naturels et verts, en ajoutant par exemple des surfaces en prairies, le pâturage tournant dynamique, la plantation d'arbres dans les parcelles cultivées ou pâturées, l'adaptation des modes de culture en fonction du climat et de la topographie. La démarche est plus approfondie que l'agroécologie. Enfin, l'agriculture biologique. Elle a un cahier des charges institutionnalisé qui exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, exclut aussi les OGM et qui limite l'emploi d'intrants. Elle se décline aussi en ABC, agriculture biologique de conservation, qui intègre les principes de l'ACS, l'agriculture de conservation des sols. Évidemment, un agriculteur qui cultive d'une certaine façon, une certaine agriculture, pourra aussi utiliser des techniques d'autres types d'agriculture, mais dans le sens plus vertueux. On a pas mal fait le tour, je pense, même si on dit qu'il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, nous indique que quelques 866 millions
millions de personnes travaillent dans l'agriculture. Et en 2023, les femmes représentaient 43% de la main-d'œuvre agricole dans le monde et 60% dans les pays en développement. Bref, l'agriculture, c'est plus d'un quart de la main-d'œuvre mondiale et aussi de nombreux hectares de terre. En 2018, 4,74 milliards d'hectares de la surface de la planète étaient des terres agricoles comprenant des prairies et des pâturages ainsi que des cultures. Les agriculteurs sont souvent regroupés dans diverses structures telles que des syndicats. Les trois plus connus en France étant la FNSEA, majoritaire, et représentant principalement l'agriculture productiviste, la coordination rurale, qui réclame une préférence communautaire, et la Confédération paysanne, ce troisième syndicat qui prône le modèle agroécologique et dénonce le dumping écologique, c'est-à-dire la réduction des normes environnementales. Ces deux derniers syndicats souhaitent bien sûr que la PAC, la politique agricole commune de l'Europe, soit repensée. We got 3 R's we're gonna talk about today. En France, en 2019, la superficie agricole utilisée, la SAU, représente 45% de la superficie du pays. Ainsi, 26,8 millions d'hectares sont composés de terres arables, surface toujours en herbe et culture permanente. La SAU se répartit en 4 catégories en 2019. Les grandes cultures, céréales, oléagineux, protéagineux, betteraves, pommes de terre, etc., qui couvrent 48% du territoire agricole. Tout de suite derrière, en termes de surface, viennent les cultures fourragères destinées à l'alimentation animale, fourrage ou prairie, avec 47% ensuite les cultures permanentes, vignes, vergers, qui représentent 4% de la SAU. Et enfin, les autres cultures, légumes frais et secs, fleurs ornementales, semences, plants d'hiver, jardins et vergers familiaux des exploitants comptant pour 1% de la SAU. Si pour le moment la SAU totale est restée stable, il existe tout de même une tendance qui n'est pas forcément rassurante au regard de comment la terre est exploitée. En effet, d'après le site de la Tribune, une étude publiée en février dernier par l'INSEE estime que le nombre d'exploitations pourrait s'effondrer de 30% d'ici à 2035. Celles-ci seront moins nombreuses, mais de plus en plus grandes, dépassant les 90 hectares, si la tendance actuelle se confirme. Et cela pose question du type d'agriculture que nous voulons pour notre pays. En plus, en France et selon Le Monde, certains observateurs craignent qu'avec le départ à la retraite des nombreux agriculteurs d'ici 2030, les terres soient accaparées par des agri-managers éloignés de pratiques paysannes plus durables et attachées à la terre. Cette part de la SAU dans la surface totale est très variable selon les régions. En Nouvelle-Aquitaine, la SAU représente 50%, avec 68% de production végétale et 26% de production animale. Dans la Vienne, 71% de la surface est utilisée pour les grandes cultures et 28% pour le fourrage et les prairies. La communauté d'agglomération de Grand Châtellerault, qui rassemble 47 communes sur 112 000 hectares, possède 65 000 hectares de surface agricole utile, soit 58% du territoire et 4% en agriculture bio avec 10 fermes. À Grand Châtellerault, les thématiques alimentation et agriculture émanent de la réflexion engagée dans le cadre du plan climat-air-énergie qui comporte un volet intitulé « Composer un territoire de transition écologique ». Suite au Forum territorial de l'alimentation, Réseau Agri, animé en avril 2018 par le CIVAM Châtelleraudais, le Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, et le CINEV-CPIE, les études réalisées ont conduit à envisager un programme d'action intitulé Alimprox. Ce programme Alimprox vise à accroître la sécurité alimentaire, accroître la qualité de vie sur un territoire à la fois urbain et rural, améliorer l'adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ainsi que le développement local. Alimprox préfigure le PAT, le plan alimentaire territorial. Parmi les actions menées dans le cadre d'Alimprox, on compte l'ouverture d'un atelier de découpe et de transformation de viande et de légumes sur Châtellerault, porté par 5 producteurs associés à la CUMA, la coopérative d'utilisation de matériel agricole. Elle est appelée les Prés Gourmands et elle est soutenue par le CIVAM du Châtelleraudais justement. Ensuite, il y a l'unité de production culinaire de Châtellerault, l'UPC, qui prépare 417 000 repas par an pour les cantines du territoire, s'est engagée dans la démarche qualité lui permettant d'obtenir le label Mon Resto Responsable. Elle a développé des collaborations qui permettent d'atteindre 25 à 30% d'approvisionnement local dans un rayon maximal de 40 km. Ce sont souvent des producteurs en vente directe, la plateforme régionale Mangeons Bio Ensemble fournissant certains produits secs et surgelés biologiques et des artisans locaux fournissant eux le pain et les pâtes par exemple. Et enfin,
Un état des lieux du système alimentaire a été réalisé par le laboratoire Ruralité de l'Université de Poitiers, ainsi qu'une cartographie interactive pour acheter des denrées alimentaires en circuit court. Au lycée Édouard Branly, pour respecter la loi Egalim, les cuisiniers doivent choisir des produits de qualité et durables au sens de l'objectif fixé et donc issus des signes officiels d'identification de qualité et d'origine, SIQO, comme le logo Label Rouge par exemple, qui garantit des produits qui par leurs conditions de production ou de fabrication ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires habituellement commercialisés, ou bien l'agriculture et l'aquaculture biologique qui lient la qualité à un mode de production respectueux de l'environnement et du bien-être animal. En dehors du SIQO, ils choisissent également des produits avec le logo Région ultrapériphérique RUP, d'autres avec la mention issue d'une exploitation à haute valeur environnementale, des produits issus du commerce équitable ou l'écolabel pêche durable. Aujourd'hui, leur part de bio s'élève à 25% et au moins 20% de local. À notre niveau personnel, choisissons des aliments en circuit court, de saison, qui encouragent une agriculture vertueuse et des producteurs locaux. Misons aussi sur les différents labels qui garantissent une meilleure qualité. Vous pouvez également réduire votre consommation de viande et de produits laitiers et vous tourner vers une alimentation plus végétale. Et si vous avez la chance d'avoir un jardin et que vous faites votre potager, jardinez sans pesticides ni engrais chimiques qui altéreraient la qualité de votre production et auraient des conséquences sur votre santé. Dernière chose, et vous savez comme je tiens au zéro déchet, achetons simplement, seulement ce que nous avons besoin, en vrac. Utilisons les restes et évitons à tout prix de gâcher et gaspiller. 100% d'accord avec toi Myriam. Vous allez entendre tout à l'heure dans un extrait parodique intitulé I don't love when you waste your food, ce qui veut dire je n'aime pas quand tu gâches ta nourriture, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année dans le monde, soit un tiers des aliments produits sur la planète. Selon la FAO, avec ce que l'Europe jette chaque année, on pourrait nourrir 1 milliard de personnes, c'est-à-dire tous ceux qui souffrent de malnutrition dans le monde. En France, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture qui partent à la poubelle chaque année. Cela représente 16 milliards d'euros, 240 € par Français et 15,3 millions de tonnes d'équivalent CO2. L'aliment le plus gaspillé étant le pain, devant le riz, les pâtes ou les pommes de terre. Sachant qu'il faut 1000 litres d'eau pour produire 1 kilo de farine, chaque baguette de pain jetée à la poubelle correspond à une baignoire entière. Et c'est pire encore pour la viande. En plus du fait que potentiellement un animal soit mort pour rien, 1 kilo de viande représente 15 000 litres d'eau, soit 70 baignoires pleines. Donc, que ce soit à la maison, à la cantine ou au restaurant, soyons modérés, organisés et créatifs pour accommoder les restes. Exactement. Je vous rappelle que si vous avez envie de nous transmettre des informations ou des noms de personnes expertes sur notre prochain sujet, les phénomènes climatiques extrêmes et voyage et tourisme, ou si vous avez des remarques ou des idées sur des sujets liés à l'environnement, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, ainsi que sur le site ozonde.fr. The club isn't the best place to save the planet, so the restaurant's where I go. Me and my friends at the table talking stats about food waste in the world. I saw a dream woman at the bar throw half a meal out, and my jaw hit the floor. She's perfect in every way, but if she wastes, it's a deal breaker for sure. Now I'm singing like, girl, did you know how much food in the world gets wasted? 1.3 billion tons of food from stores, restaurants, homes, and companies. Boy, you talk too much. 1 in 9 people on earth go hungry. You should take a doggy bag, please. You should take a doggy bag, please. I don't love when you waste your food. We make way more than we consume. Starving kids don't get to choose when they go to bed hungry. At the grocery and aisle too, I always buy all the ugly fruit, 'cause you know that it still tastes like it's brand new, and it's good for your country. I don't love when you waste your food. I don't love when you waste your food. I think you gotta leave. I don't love when you waste your food. We make way more than we consume. Starving kids don't get to choose when they go to bed hungry. Why don't we call it the EU? Petition them for the policies too. 104 calories don't get consumed, and no one should go hungry. I don't love when you waste your food. I don't love when you waste your food.
voici le moment des interviews. Tout d'abord, nous allons évoquer la souveraineté alimentaire et l'expérience de Béatrice Martin de la ferme de Dana à Sénillé-Saint-Sauveur, qui est venue ici au studio. Nous la remercions d'ailleurs beaucoup du temps qu'elle nous a accordé et vous invitons à regarder la jolie vidéo numéro 5 de la série Au fil des délicieuses saveurs, réalisée par les producteurs de Sénillé, et bien sûr aller leur rendre visite. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, Béatrice, pour que les auditeurs apprennent à vous connaître, pouvez-vous évoquer votre parcours et l'aventure familiale de la ferme de Dana ? Alors, la ferme Dana, d'abord, je vais dire l'origine de Dana. Dana, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, on entendait dans la tribu de Dana, du groupe Mano, et bien c'est la même Dana. C'est la déesse de la terre et de la fécondité en Irlande. Donc on a gardé on a pris ce nom, la ferme Dana, parce que c'était porteur de sens par rapport à nous. Et pour l'historique, eh bien mon associé, qui est aussi mon mari, s'est installé en 93 sur la ferme qu'il a repris derrière son oncle et uniquement en culture. Il se posait pas mal de questions. En 2006, il est passé en bio. Et puis en 2012, il a monté l'atelier de transformation des oléagineux en huile. Et moi, je suis arrivée sur la ferme en 2014 pour introduire une activité d'élevage. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à l'élevage, en fait, autrement que ce partenariat ? Et puis, quelle est votre actualité ? Et à la ferme aussi, c'est important. Alors, à la ferme, en ce moment, on est en train de préparer les animaux pour qu'ils sortent dehors, parce qu'ils se piaffent, ils en ont marre d'être dans les bâtiments. Mais Madame la pluie en a décidé autrement, puisque certaines parcelles sont un petit peu trop gorgées d'eau, donc on a sorti quelques-uns, pas tous. On y va à tâtons pour éviter qu'elles se satisfassent d'être dehors, mais en même temps qu'elles détruisent pas les prairies. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, l'autre point, Madame la pluie toujours nous a embêtés depuis l'automne. Donc on n'a pas pu mettre en culture toutes les cultures qu'on avait envisagées, qui se reportent sur le printemps. Donc là, on a le tracteur qui est dans les starting blocks pour aller préparer les sols. Et oui, c'est ça. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut de la pluie, mais pas trop. Au bon moment et pas forcément trop. Et pas toujours. Donc là, nos nappes sont peut-être bien pleines, mais c'est pas évident. Voilà, et puis on fait partie des métiers où on est les premiers tributaires de Madame la météo. Et faut qu'on s'adapte en permanence, on s'adapte. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous cultivez ? Donc, j'ai entendu l'huile. Et puis, qu'est-ce que ça signifie cultiver en bio ? Que ce soit pour les céréales ou l'élevage, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a comme implication ? Des équilibres, peut-être, à avoir dans les cultures, notamment ? Alors, cultiver en bio et suivre un élevage en bio, il y a la réglementation bio qui nous donne une liste de choses qui sont interdites de faire. La première chose, c'est pas de produits phytosanitaires et pas d'engrais chimiques. Et puis pour les animaux, limiter les antibiotiques. Les antibiotiques ne sont pas interdites. Il faut simplement multiplier par 2 la durée de latence. Voilà, ça, c'est ce que dit les normes, le cahier des charges. Après, nous, on va un petit peu plus loin parce qu'on estime que bio, c'est pas suffisant en soi, il faut être plutôt agroécologiste. Et donc, on va respecter les assolements. Donc, quand on dit assolement, dans notre jargon agricole, ça veut dire la durée pour laquelle avant une culture va revenir sur la même parcelle. Donc, on allonge notre assolement. Quand il va y avoir du blé, avant que cette parcelle retrouve du blé, il va y avoir entre 5 et 6 ans. Ça, c'est une règle qui n'est pas imposée dans le cahier des charges, mais que nous mettons en place. Et puis, pour les animaux, sur notre ferme, c'est 0 antibiotiques, 0 parasitisme. On travaille avec l'homéopathie, les huiles essentielles. On travaille beaucoup sur la prévention. Quand on est dans une solution curative, c'est vraiment parce qu'on n'a plus le choix et que l'animal va être en situation de danger. Donc voilà, ce qui fait que le vétérinaire, il vient une fois par an sur la ferme quand il faut faire ce qu'on appelle, nous, la prophylaxie, c'est-à-dire des prises de sang pour voir s'il est porteur de maladies. Voilà. D'accord. Je crois que vous avez des vaches Salers qui, en plus, se gèrent un peu toutes seules, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça, les Salers. On dit toujours que c'est les vaches de 35 heures. Pourquoi c'est les vaches de 35 heures ? C'est parce que elles ont la particularité de véler toutes seules. Donc, quand on dit véler, c'est mettre bas.
Donc depuis 2014, je ne suis jamais intervenue sur un village. C'est pas pour autant que j'ai perdu des animaux. Non, je n'ai pas perdu de veau à la naissance. J'en ai perdu, mais c'était plus quand ils avaient 4-5 mois, qui était plus pour des problèmes de coccidiose, donc un parasite, et très peu. Franchement, très très peu. Et puis l'autre élément, la salaire, c'est elle est rustique. Je serais tentée de dire que une vache, à la base, ça mange de l'herbe. Donc, elle valorise très très bien les prairies. Et vous avez parlé des oléagineux. Il y a un équilibre que vous avez recherché avec les... Vous produisez aussi des céréales, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire des céréales comme le blé, l'orge. On va aussi faire du pois, de la févrole. Et après, on va avoir des surfaces qu'on réserve pour transformé en huile. Donc le tournesol, en tournesol, on fait 2 variétés de tournesol. Un tournesol qui est plutôt ce qu'on appelle assaisonnement, parce qu'il supporte moins la température, et un tournesol qui a plutôt allé jusqu'à des températures plus élevées. La différence entre les deux, c'est un peu technique, mais c'est simplement ce qu'il faut retenir, c'est la composition des acides gras. Il y a des acides gras qui supportent plus ou moins la température. Donc voilà, et puis après on va avoir du colza. Alors le colza en bio, c'est assez compliqué à faire parce qu'en conventionnel, il y a énormément de traitements contre les insectes. Et puis de la cameline. Alors la cameline, c'est quoi la cameline ? C'est une plante qui est de la même famille que le colza, sauf qu'elle est toute petite, elle n'est pas plus grosse qu'une graine de sésame. Vous voyez, très petite, et qui n'a pas été considérée comme étant intéressante dans l'agro-industrie, parce que les rendements sont faibles, et donc pas de modification de sélection génétique. Du coup, nous, on la cultive, elle a un cycle court, on la sème au mois fin avril, début mai, on la récolte au mois de septembre. Elle fait une huile typée sur le plan goût, et puis très riche en oméga 3. Oui, et qui en plus a des propriétés intéressantes pour la santé aussi. Oui, voilà. Les gens de la Roche-Posay viennent, quand ils sont en leur cure, nous chercher l'huile de cameline avant de repartir, parce qu'elle a la particularité d'agir sur la réparation de la peau. Formidable. Et je crois que vous avez à cœur la souveraineté alimentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, la souveraineté alimentaire, et puis finalement, comment cela se conjugue avec des pratiques agricoles qui respectent le vivant ? Alors, la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant, on reste maître de sa production, c'est-à-dire des semences, jusqu'à la commercialisation. Et je serais tentée de dire, en faisant bref, je préfère nourrir mon voisin que nourrir la planète. Pourquoi ? Parce que nourrir mon voisin, lui, il va y avoir un échange. Il peut être maçon, professeur, donc il ne peut pas produire son alimentation. Moi, en tant qu'agriculteur, je vais produire l'alimentation. Nourrir la planète, ça veut dire qu'on rentre sur une logique qui n'est plus une fonction nourricière, mais qu'elle est sur une logique de marché. Donc ça veut dire qu'on va produire. Pour produire, il faut faire des Ferrari. Donc on va travailler la génétique. La génétique, on va avoir des boîtes de semences qui vont nous rendre dépendants des graines qu'ils ont sélectionnées. Et puis ils vont nous rendre dépendants toute la surface de blé qu'on va faire, on va pas faire de maraîchage à la place, on va pas faire d'élevage à la place, donc on va pas diversifier puisqu'on n'aura fait qu'une seule production, et on va aller inonder les marchés sur des pays. Je vais donner l'exemple de quelques pays en Afrique qui, dans leur alimentation de base, j'ai vécu un petit peu au Mali, donc je sais que l'alimentation de base, c'est le riz et le mil. On va les inonder de blé pour faire du pain. Donc on va changer leur régime alimentaire, on va casser les prix, et sur certaines productions, l'import pour ces pays-là va amener des produits qui sont moins chers que ce qu'eux, ils sont capables de produire. Donc on déstabilise les économies dans d'autres pays. Donc voilà, la souveraineté alimentaire, c'est avant de nourrir le monde, essayons de recréer des économies, et pas des économies de marché, bien des économies nourricières, pour que chaque pays, dans la mesure du possible, développe sa propre alimentation. On peut prendre l'exemple de l'Angleterre, qui s'est industrialisée
industrialisée à la révolution industrielle qui n'est pas du tout autonome. Donc elle est obligée d'importer une grosse partie de son alimentation. Et oui, parce que si on habitue des pays ou des personnes à manger quelque chose qu'ils ne peuvent pas cultiver eux-mêmes, forcément ça crée un déséquilibre. Et en plus de ça, peut-être aussi un déséquilibre au niveau des écosystèmes, puisque on pourrait cultiver quelque chose qui pousse sur place et on ne le fait pas. Oui, tout à fait. On déséquilibre les écosystèmes parce qu'on est sur des logiques de production et de production intensive, donc il faut que ce soit le plus rentable possible. Et on sait très bien qu'en agroécologie, il y a des choses, par exemple sur notre ferme, on va faire pendant 5 ans des prairies, c'est moins rentable que de faire du blé. On réfléchit au système, le système de la ferme en général, qui fait que c'est beaucoup plus intéressant d'introduire des prairies, bien sûr. On va intégrer par ce fait-là de l'élevage et d'être sur un cycle vertueux un petit peu où c'est l'élevage qui va prendre les prairies. Donc on n'a pas besoin d'importer du soja du Brésil, où il y a de la déforestation, où il y a des OGM et où il y a des OGM, bien sûr, parce que on a des sols qui vont nous permettre de faire de la protéine avec du trèfle ou de la luzerne. Donc c'est ça, la souveraineté alimentaire. C'est l'alimentation, c'est un bien commun, et donc ça doit rester en maîtrise de notre propre pays. C'est clair qu'on va pas faire de la vigne partout. Je comprends que les producteurs de vin, notamment dans le Bordelais, ils ont besoin de l'export. Mais entre produire pour l'export et produire le surplus pour l'export, c'est pas la même chose. Alors finalement, j'aimerais revenir un peu sur la philosophie de la Confédération paysanne, parce que j'ai trouvé intéressant qu'en fait celle-ci s'oppose fermement, alors je les cite, à la réautorisation de produits phytosanitaires. Il s'oppose aussi au fait de demander une régression du droit de l'environnement ou au fait de revendiquer une accélération des projets de stockage de l'eau, puisque ça élude toutes les questions du partage de l'eau dans le monde agricole. Elle refuse aussi d'instrumentaliser une obligation de jachère et pose comme nécessaire des infrastructures agroécologiques sur les fermes. Alors ces infrastructures, ça veut dire des haies, des mares, des prairies extensives. Elle rejette l'idée de revendiquer des mesures favorables à l'industrialisation et l'agrandissement des exploitations d'élevage pour justifier de se battre sur des marchés mondialisés, ce qu'on disait justement à l'instant. Elle souhaite l'indépendance scientifique de l'ANSES et elle s'oppose encore au fait de poursuivre une ambition d'augmentation de la production coûte que coûte au détriment de l'emploi paysan, de l'environnement et de l'intérêt général. Est-ce que pour vous, ces positions sont celles de la majorité des agriculteurs ? Alors ces positions ne sont pas celles de la majorité des agriculteurs aujourd'hui. Elles correspondent à un courant d'agriculteurs. Moi, je suis membre de la Confédération paysanne et si on met en avant ces revendications, c'est parce qu'elles nous semblent nécessaires et indispensables pour retrouver l'équilibre et le contrepoids de la logique tout marché. Il ne suffit pas de le dire, il faut aussi prouver que c'est possible. C'est important pour moi, il faut aussi faire ce qu'on dit. Et donc, on retrouve sur notre ferme les différents points. Réautorisation des produits phytosanitaires. Ça, c'est un grand débat. Réautoriser les produits phytosanitaires. On entend, oui, mais c'est pas possible de produire sans produits phytosanitaires. Non, ça c'est logique. Que si on fait maïs sur maïs, ça va être difficile de le faire sans produits phytosanitaires et sans engrais. C'est juste réintroduire les assolements. Déjà, on peut résoudre une partie des problèmes. Aller vers des pratiques qui va alterner entre les cultures de printemps et les cultures d'hiver, au lieu de faire toujours de la monoculture, déjà ça atténue certaines choses. Et puis il y a un autre élément, c'est que les produits phytosanitaires, ils répondent à un besoin de surproduction. Et la surproduction, est-elle utile ? Si on voit le taux de gaspillage qu'on peut avoir, a-t-on besoin de produire autant ? Est-ce qu'on ne peut pas maîtriser un petit peu plus le gaspillage ? En pain, par exemple, je ne vais pas donner des chiffres parce que je ne les ai pas pris en tête, mais je sais que le gaspillage du pain, qui est là-bas, la France est bien reconnue par rapport au blé, ça représente à peu près à nourrir la première ville d'Autriche, quoi. Oui. Le gaspillage de pain. Donc peut-être qu'il faut un peu mieux raisonner sa production et moins de gaspillage. Et puis peut-être qu'on aura
moins de produits phytosanitaires. Après, la question est toujours la même, c'est la rémunération. C'est-à-dire que si pour avoir un revenu digne, il faut produire sur 200, 300, 400 hectares, il y aura peut-être la question du prix qu'il faut voir pour dire peut-être que 100, ça suffit et on a une juste rémunération. Donc la question de prix rentre en ligne de compte. Et ça, c'est un élément qu'on défend aussi au niveau de la Confédération paysanne en disant que les règles actuellement que l'on a sur la politique agricole commune, elle est basée sur la surface. Et on sait très bien le poids que peut avoir les aides actuellement sur le revenu des agriculteurs. Je parle des grandes productions, c'est-à-dire qui sont l'élevage, les cultures. Les arboriculteurs, les maraîchers, les viticulteurs ne touchent pas d'aide PAC. Donc forcément, ils sont moins pris par rapport à cette chasse à la surface pour maintenir leurs revenus. Par contre, ces productions-là sont très demandeuses de main-d'œuvre. C'est-à-dire que nous, en France, on est soumis aux lois du travail. Et quand on a les tomates du Maroc maintenant, parce que c'est même plus l'Espagne qui arrive et pour lequel on rémunère à 1 euro par jour, on est bien 1 euro par jour, on n'est même plus sur l'heure, comment voulez-vous que les maraîchers français soient compétitifs ? C'est pas possible. C'est juste mathématiquement pas possible. Donc on ne peut pas séparer les revendications de la Confédération paysanne des domaines environnementaux et de la rémunération de paysans. Puis aussi, vous parliez du maïs tout à l'heure, en France, peut-être qu'on a un réchauffement climatique plus important qu'ailleurs, donc il faut peut-être penser à changer de culture, par exemple. Moi, j'ai des vaches et pourtant j'ai pas de maïs. Alors, on a des terres profondes. Certaines années, on a produit du maïs, mais c'était pas pour les animaux, hein, c'était pour vendre à la coopérative. On a remplacé par une autre culture. Là, on va toucher le point qui nous semble important, c'est le partage de l'eau. Oui. Alors, on entend, oui, la Confédération paysanne, vous êtes des anti-irrigation. C'est faux. On n'est pas contre l'irrigation. On est simplement maîtrisons l'irrigation. L'eau, désolée, mais elle ne nous appartient pas. Donc, quand on voit ces grands projets qu'on intitule méga-bassines, il ne faudrait pas oublier que, contrairement aussi à ce qu'on a voulu nous faire croire que c'était l'eau de la pluie qui allait les alimenter, non, ça, c'est pas possible. Pour que l'eau de la pluie descende dans les bassines, il faudrait que les bassines elles soient plus basses que le niveau du sol pour pouvoir servir de ruissellement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'eau de la pluie s'infiltre ou alors fait des inondations qui vont alimenter les rivières, qui vont alimenter la mer. Si tous ceux qui font du coquillage comme les moules, les huîtres, tout ça, ils ont besoin de cette eau. Ils ont besoin des inondations. Et puis, réapprovisionner les nappes phréatiques, elle se fait comment ? Elle se fait quand il y a une surcharge d'eau au niveau de la réserve utile des sols. C'est à ce moment-là qu'elle va descendre dans les nappes souterraines. À partir du moment qu'on est sur des nappes souterraines, la loi, jusqu'à présent, dit bien que ce qui est en dessous de la roche même n'appartient pas à celui qui est au-dessus. Donc c'est un bien commun. À partir du moment qu'on est sur un bien commun, c'est un bien qui appartient à tout le monde, c'est-à-dire les irrigants, certes, mais aussi les utilisateurs dans les usines et des citoyens. On dit simplement qu'il y a un partage de l'eau qui doit être fait. Et l'autre élément, c'est que souvent ces méga bassines, quand on dit, elles sont gérées par des coopératives de l'eau au profit de quelques-uns, avec de l'argent de notre consommation d'eau courante de citoyens, puisque une taxe va alimenter ça. Donc là, en tant que citoyen lambda, j'estime que j'ai le droit de dire pourquoi je peux m'opposer à ce type de projet-là. C'est intéressant votre explication, parce qu'on avait déjà fait une émission sur ça. On avait pas mal évoqué les méga-bassines, on avait parlé de l'hydrologue que vous connaissez certainement bien, c'est Emma Aziza. Vous avez une explication autre, mais qui rejoint effectivement cette argumentation pour dire, voilà, elle est à tout le monde, non seulement, et en plus, normalement, c'est ailleurs qu'elle doit être, parce que sinon, il y a une eutrophisation, il y a tout un tas de phénomènes. Non, une méga-bassine ne remplace pas plusieurs arbres qui sont aussi des milieux vivants, c'est différent. En tout cas, je vous remercie beaucoup, vous nous avez dit beaucoup de choses, et j'invite tous les auditeurs à aller voir votre site, à vous rendre visite dans cette ferme de Dana, et je crois que vous distribuez vos produits aussi au niveau des biocoop de pas mal d'endroits. Alors, l'huile, vous la trouverez dans toutes les biocoop du département et les magasins spécialisés bio, bien sûr, mais aussi dans les magasins de producteurs. Donc, il y en a un à Poitiers,
il y a la fermière. Il y en a aussi dans les fermes, comme la ferme de la Croix-Blanche. Il y en a à Montmorillon, à la Marche équitable, à l'île Jourdain, la boutique à l'idée, à Belfond, entre Chauvigny et Bonneuil-Matour. J'en oublie peut-être et je m'excuse auprès d'eux. On est en train de monter, justement pour répondre à cette souveraineté alimentaire. On est une quinzaine d'agriculteurs là autour du Châtelleraudais à monter ce qu'on appelle le déclic paysan, où il y aura un site plateforme. On va créer un Amazon local. Donc, c'est comme ça, il y aura moins de transport aussi. C'est ça aussi. Voilà, moins de transport. C'était aussi parce qu'on sait très bien que les magasins de producteurs, malgré tout, il y a des charges qui sont inhérentes au fonctionnement du magasin et compte tenu de l'inflation qu'il y a actuellement, il fallait trouver une structure légère. Donc il y aura une plateforme qui s'appelle le Déclic Paysan qui va être ouverte en avril, donc c'est bientôt. Et il y aura une quinzaine de producteurs. On va s'étouffer. Notre ambition, c'est d'aller au moins un point de retrait dans toutes les communes du Grand Châtellerault où vous pourrez trouver tous les produits de base. Mais écoutez, merci d'être venu jusqu'au studio et très bonne récolte et tout le meilleur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Nous poursuivons avec une autre expérience, toujours en agriculture biologique, avec Lio et Frémy de la ferme des Herbes Folles à Thurey, un GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, dont les convictions et la philosophie sauront vous séduire, je l'espère. La ferme des Herbes Folles, c'est une ferme en paysannerie boulanger qui se trouve au sein de la commune de Thurey. C'est une ferme qui va avoir aujourd'hui une quinzaine d'années. Elle date de 2010-2011. À l'origine, c'est une personne qui s'est installée en paysannerie boulangerie et puis petit à petit, c'est aujourd'hui un collectif, c'est-à-dire que des gens sont venus s'ajouter et puis avec aussi l'envie de faire de l'agriculture, mais pas que. Aujourd'hui, on parle de la ferme des Herbes Folles, mais on parle surtout du collectif des Herbes Folles, qui a une ambition de mettre en place une certaine dynamique territoriale sur la commune de Thurey. Aujourd'hui, nous sommes une dizaine. On est répartis entre la ferme, donc qui produit toujours de sa céréale, donc son blé, son petit épeautre, de la farine et du pain que nous vendons notamment sur les marchés de Châtellerault le samedi. Et puis aussi, c'est décliné au sein d'une association qui s'appelle Subsistance et qui développe les aspects culturels sur le lieu. Et pourquoi ce nom d'Herbes Folles ? C'est simplement le fait d'aller rechercher quelque chose qui est un peu plus sauvage, quelque chose qui va pousser, qu'au final on va laisser pousser, notamment avec le choix de pratiquer de l'agriculture biologique, de pratiquer de l'agriculture de blé en population ancienne. Et c'est du blé qui aujourd'hui qui est assez inédit dans le paysage, parce qu'en fait les blés sont tous des hybrides de grands semenciers aujourd'hui, et nous pour le coup on revendique un blé qui est complètement autre, qui pourrait être qualifié de fou dans l'agriculture d'aujourd'hui, qui est authentique, mais n'empêche que on a un projet qui est assez inédit, et puis c'est un peu un clin d'œil aux ambitions qu'on se donne, qui peuvent être considérées comme un peu folles, mais qui nous enthousiasment. Alors sur la ferme, il n'y a plus d'élevage. Pour rester sur la question du porc, en fait, l'idée c'était de faire de l'élevage en plein air de porc longuet, qui est une espèce rustique, et ça a été, je pense que ça a été une réussite d'un point de vue qualitatif. C'était une réussite gustative, mais pas économique. Économiquement, en fait, avec les choix de production qui étaient de faire du porc en plein air, en fait, on tenait pas, et qu'il y a eu le choix assez difficile aussi d'arrêter cet atelier. Après, en fait, nous, on est une petite structure en agriculture biologique. Pour être tout à fait franc, en fait, les subventions, elles sont pas pour nous. C'est-à-dire que dans le monde de l'agriculture, il y a énormément de subventions qui sont conditionnées à une certaine taille, qui sont conditionnées à un certain chiffre d'affaires. Bon, bien sûr, on a quelques subventions, mais c'est vraiment pas nous la cible, souvent, des politiques économiques qui peuvent être des politiques de circonstances aussi. Ça va peut-être changer. En tout cas, on l'espère fortement. Pour le côté céréales, donc aujourd'hui la ferme est sur 40 hectares, dont une quinzaine d'hectares qui sont en prairie, et le reste sont donc dédiés à la céréale.
toutes nos parcelles, on a planté des haies autour pour amener de la biodiversité, pour amener un microclimat, pour permettre une meilleure rétention de l'eau de pluie. Et au niveau des céréales que l'on a, donc on a du blé en variété ancienne, du petit épeautre, et puis ensuite on fait bien sûr nos couverts végétaux avec de la moutarde, avec du trèfle, avec du sorgho, de la févrole, etc. L'agriculture biologique, elle est liée surtout à un cahier des charges, notamment un cahier des charges qui est strict sur la question des intrants phytosanitaires, donc pas de pesticides. Et ça, c'est une chose. Nous, on va encore plus loin, c'est-à-dire que on a une pratique de préservation des sols, c'est-à-dire que depuis le début de l'existence de la ferme, il n'y a jamais eu de labour sur notre ferme. L'idée, c'est de préserver l'intégralité du sol dans toute sa composition, et par contre d'utiliser le végétal comme allié, et donc en faisant pousser de la moutarde, en faisant pousser de la luzerne, qui sont des plantes qui vont pouvoir amender le sol, ramener de l'azote, ramener des nutriments entre nos cultures de céréales. Ce sont ce qu'on appelle communément en agriculture, ça s'appelle un engrais vert. Ce sont des plantes qu'on va laisser pousser, avec les champs, on les a laissés se développer. Mais par contre, par exemple, on va pas les laisser monter jusqu'à la graine, parce que derrière, on veut planter de la céréale, et donc on veut pas qu'il y ait des graines d'une autre plante. C'est des techniques de production en agroécologie. De même, nous avons planté des arbres au milieu de nos parcelles de blé. Et ça c'est quand même assez inédit dans le paysage autour de nous dans la campagne, quoi. En fait, on est sur des blés qui sont des blés population, c'est-à-dire que on utilise non pas des blés clonés que sont les variétés modernes où tous les épis sont exactement identiques, mais nous avons une population de blés, une diversité génétique de blés dans le champ, ce qui fait que tous les épis sont différents. Et ça nous permet d'avoir une meilleure résilience, c'est-à-dire que chaque année, il y a certaines génétiques de blé qui vont mieux marcher que d'autres, et en fait c'est bien parce que l'année d'après c'est elle qui va être un peu dominante, mais il y en a d'autres en stock, et finalement on a une véritable population. Et pour nous, c'est avec ce genre de pratique qu'on va pouvoir être plus fort face aux aléas de changement climatique. Alors derrière, on ne vend pas le grain de blé à une coopérative quelconque, une coopérative agricole. Nous, derrière, on est paysans boulangers, c'est-à-dire qu'on fait notre pain. Donc on va moudre nous-mêmes notre blé pour faire de la farine semi-complète et de la farine complète. On fait du pain au levain naturel. On obtient un pain qui est très riche en termes nutritifs, qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait qualifier de pain blanc plus classique. Et effectivement, pour le coup, on pense proposer un produit de grande qualité et qui est très plébiscité, notamment sur le plan du gluten. On propose un pain qui a très peu de gluten finalement, de par la variété ancienne de blé que nous utilisons. Voilà, il y a beaucoup de vertus, et on a de nombreux clients qui sont sujets, par exemple, au diabète, qui apprécient particulièrement notre pain par rapport à d'autres. Sur l'actualité, la ferme, ces derniers temps, elle est en pleine mutation vers une autre structure qu'on appelle une coopérative agricole. Et donc, Frémy vous expliquera ça. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est l'ouverture du lieu qu'on est en train d'élaborer. L'ouverture aux gens du territoire, aux associations, aux groupes locaux. Et donc, pour transformer les herbes folles en un lieu ouvert, on a besoin d'espace et d'infrastructures. Et on a fait le choix de construire une yourte d'activité. Une yourte de 9 mètres de diamètre, ça veut dire 64 mètres carrés au sol, qu'on va déployer d'ici quelques mois. Et actuellement, on est en chantier collectif pour la réaliser. Donc, nous avons un site internet. L'adresse, c'est fermeleserbesfolles.fr. Et sur ce site, il y a absolument toutes les informations sur le projet de yourte d'activité, de yourte polyvalente, et également un lien vers le financement participatif. Parce que c'est vrai que pour pouvoir financer les matériaux pour cette yourte, on a décidé de lancer un financement participatif qui est destiné aux personnes du réseau, aux personnes du territoire, qui seraient susceptibles de nous soutenir
financièrement dans ce projet. Par ailleurs, aujourd'hui, pour rien cacher à vos auditeurs, c'est compliqué et puis ça fait tout à fait écho aux revendications du monde agricole et du monde paysan qui a pu y avoir médiatiquement il y a quelques semaines. En fait, pour être très concret, au niveau de notre chiffre d'affaires depuis 2019, nos ventes sur le marché ont baissé de 30%. C'est considérable, au point que ça remet même en question la survie de la structure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, il y a une nécessité de changer, une nécessité de trouver un nouveau modèle économique pour aller dans le sens d'un dynamisme agricole territorial et de production locale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur la mise en place d'une coopérative citoyenne et paysanne, où l'idée, c'est que les gens ne soient plus simplement des clients, mais deviennent usagers. C'est-à-dire qu'on propose aux citoyens et aux citoyennes de prendre une cotisation, et la cotisation correspond à une part de récolte. C'est-à-dire que la cotisation permet de payer une part de nos charges, et derrière, ça donne accès à l'intégralité de notre production, sachant que dans ce projet, on souhaite développer d'autres ateliers que la farine et le pain, mais également des fruits, des légumes avec du maraîchage et du miel avec de l'apiculture. Et donc l'idée, c'est qu'en payant une cotisation, on a accès à l'intégralité de ces produits. On a aussi accès à un groupement d'achat pour acheter aussi du vrac, acheter des produits laitiers qui proviennent d'autres fermes partenaires à la nôtre. Et donc aussi qui permettent aussi aux citoyens et aux citoyennes de devenir véritablement acteurs de leur alimentation, qui soit locale et respectueuse de l'environnement avec une démarche d'agroécologie. On est un peu sur le principe de la MAP, avec quelque chose de plus diversifié, de plus large. De plus large, et puis aussi, on espère aussi, par ce biais-là, proposer un réseau, c'est-à-dire que le jour de distribution soit aussi un lieu de rencontre, un lieu convivial, un lieu d'échange, et justement en lien avec ce dont parlait Lio, avec les autres activités de la ferme, et donc avec par exemple des spectacles, avec des débats, avec des ateliers, etc. On est tous les samedis matins sur les 2 marchés de Châtellerault, que sont les marchés des Halles et de Châteauneuf. On est aussi à la Biocop de Châtellerault, dans la zone nord. Je rappelle effectivement notre site internet fermelesherbesfolles.fr. Et en plus, on peut quand même signaler que les 27 et 28 avril, il y a un événement national qui s'appelle De Ferme en Ferme, dans laquelle notre structure participe, et qui est un week-end où les fermes sont en porte ouverte. Et donc c'est un moment propice pour venir visiter la ferme et voir sur place à quoi ça ressemble, et puis pouvoir nous rencontrer et échanger avec nous les 27 et 28 avril. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. Au revoir. Stop eating that sugary food. Stop eating that, stop eating that fatty food. It's bad for you, it's bad for you. Sugary food. It's bad for you, it's bad for you. Fatty food. Too much sugar is bad for you. Too much sugar is bad for you. Cake, soda and lollipops too. Cake, soda and lollipops too. Milk and dairy are good for you. Milk and dairy are good for you. I like cheese and yogurt too. I like cheese and yogurt too. Meat and fish are good for you. Start eating healthy food. Bread and cereal are good for you. Start eating healthy food. Stop eating that, stop eating that sugary food. Stop eating that, stop eating that fatty food. It's bad for you, it's bad for you. Sugary food. It's bad for you, it's bad for you. Fatty food. Fatty food is bad for you. Fatty food is bad for you. Pizza
donuts, and hamburgers too. Pizza, donuts, and hamburgers too. Fruit and vegetables are good for you. Fruit and vegetables are good for you. Cabbages, broccoli, and apples too. Cabbages, broccoli, and apples too. Meat and fish are good for you. Bread and cereals are good for you. Milk and dairy are good for you. Milk and dairy are good for you. And vegetables are good for you. Oh yeah. Alors se nourrir, effectivement, c'est vital et il faut manger sain, comme le disaient ses enfants. Mais la nature a aussi d'autres choses à nous offrir qui participent à notre bien-être. C'est pourquoi j'espère que vous vous souviendrez du projet herbaliste d'Elena de Fleurs en Vienne, basé à Laigné-les-Bois, quand ils vont vendre leurs produits. On écoute cette interview réalisée au studio. Donc je suis avec Elena qui a un projet, non pas pour nous nourrir, mais pour prendre soin de nous-mêmes. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Bonjour Elena. Bonjour, merci de me recevoir. Donc notre projet, nous l'avons réfléchi depuis 3 ans. On habitait à Saint-Étienne et cela consistait à créer une ferme pour récolter, transformer les plantes médicinales. Donc nous avons décidé de venir dans la Vienne et me concernant revenir dans la Vienne, plus particulièrement à Laigné-les-Bois dans mon village natal, pour redonner vie à la ferme familiale et pour avoir des terrains, parce qu'avoir des terrains c'est compliqué. Donc pourquoi les plantes médicinales ? Parce que nous on les utilise au quotidien et qu'on souhaitait pouvoir les produire, informer les gens de ce que les plantes pouvaient nous apporter dans notre quotidien, parce qu'elles sont pleines de richesses et c'est bien de savoir à quoi elles servent en fait. Très bien. Et donc vous avez déjà récolté ou pas encore ? Pas encore. Nous avons planté 5300 pieds en automne. Donc là, elle commence à pousser. Donc sur une trentaine de variétés. On va également faire de la cueillette sauvage. Ça va démarrer dans 15 jours à peu près. On va commencer par l'aubépine, la ronce. Et puis, donc le but, c'est de pouvoir les faire sécher. Donc on a construit nous-mêmes notre séchoir. On va pouvoir faire de l'hydrodestillation, donc pour pouvoir faire des hydrolats et un petit peu d'huile essentielle. Pas beaucoup parce que je trouve qu'écologiquement on utilise beaucoup de plantes pour faire des huiles essentielles, alors que l'hydrolat est un produit très efficace et qui permet d'utiliser moins de plantes et d'avoir autant de principes actifs. Et nous allons également faire des macérats huileux et ensuite des sirops, des acétolés. Donc ce sont on met des plantes dans du vinaigre. On a plein d'autres projets. Pour le moment on va faire cela et puis une fois qu'on aura mis ça en place, on pourra développer d'autres produits. D'accord. Vous avez une formation, à ce que j'entends. Oui, je suis à l'école des plantes à Lyon. Je suis en 2e année pour être herbaliste. Où là, j'apprends la botanique déjà, puisque c'est un domaine extrêmement compliqué. Et puis, à quoi servent les plantes, comment les utiliser, et les identifier. Et donc, c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Et je pense qu'il faut une vie entière pour savoir tout, parce que en fait, aujourd'hui, on a perdu beaucoup sur ce terrain-là. Et c'est dommage parce que c'est extrêmement enrichissant, en fait. Oui, puis c'est vrai que vous parlez de plantation, mais on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup, et vous l'avez dit, de plantes sauvages qui nous sont utiles et que parfois on appelle mauvaises herbes. Oui, parce qu'on ne sait pas les identifier. Et voilà, ça c'est un des autres projets, c'est de pouvoir partir en groupe, identifier les plantes et puis se faire une salade de mauvaises herbes. Tout à fait. Alors comment cultivez-vous ces plantes ? Alors nous sommes en bio. Nous avons fait une demande de dérogation auprès de l'INAO qui nous a permis de faire constater les friches et qui nous a permis d'être en bio tout de suite. Ça nous tenait à cœur puisque je pense qu'une plante médicinale ou aromatique c'est mieux qu'elle soit bio. Et du coup, on n'a pas cette transition de 3 ans avant d'être bio. Nous pouvons l'être tout de suite puisque les terres n'ont pas été cultivées pendant plusieurs années en fait. D'accord, donc cet organisme
organisme, l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, délivre des certificats et des autorisations. En fait. C'est ça, donc nous on est chez Certipack. Via Certipack, ils délivrent ces dérogations en fait. Et un contrôleur vient constater et ça se fait c'est des demandes qu'on fait sur Internet, mais c'est via l'organisme de certification auquel on a adhéré qui le gère. D'accord. Est-ce que vous allez recevoir des subventions? Parce que c'est vrai que c'est pas évident comme ça de se monter, de se lancer. Pour le moment, nous n'en avons pas. C'est un parcours du combattant sur plusieurs points. Le premier, c'est quelle aide, puisque en fait, on ne sait pas. C'est via le bouche à oreille ou en rencontrant des gens ou en échangeant avec d'autres personnes du secteur, pas forcément en plantes médicinales ou aromatiques, mais pour le moment, on essaye d'avoir une aide de l'Europe, mais pour avoir une aide de l'Europe, il faut avoir une aide de la région. Donc là, nous sommes en train de monter les dossiers pour la région, mais c'est des dossiers qui sont extrêmement compliqués à monter, ça demande du temps, de l'investissement. Voilà, donc je ne sais pas si on va réussir, nous essayons, mais voilà, à suivre. Donc vous êtes très attaché au bio. Au quotidien, est-ce que vous mangez bio et pourquoi? Oui, que nous mangeons bio à 90% à peu près. Moi, je mets rarement les pieds dans une grande surface. Je ne peux pas physiquement et puis psychologiquement, ça me pose quelques petits problèmes. Donc ça, depuis très très longtemps, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Et donc du coup, nous avons une façon de consommer qui est plutôt locale. Voilà, on achète notre lait chez notre paysan à côté. Nous avons nos poules, nous avons notre jardin. Voilà, on n'est pas autonome en alimentation, donc on achète aussi nos légumes à un petit producteur à côté de chez nous. Et sachant que nous consommons aucun produit transformé, que nous cuisinons tout en fait. Donc même jusqu'au pain, parce que malheureusement dans notre village il n'y a plus de boulangerie. Donc voilà, c'est un choix de vie qui demande du temps. Ça fait partie de notre hygiène de vie et ça va avec les plantes médicinales. C'est-à-dire prendre du temps pour soi aussi, et puis retrouver le goût d'une alimentation saine. Exactement. Et puis je pense, j'ai 2 enfants, c'est important pour nous de leur transmettre ça, de savoir bien manger, de l'apprécier, de prendre le temps de cuisiner. Et puis on aime bien commenter ce qu'on a mangé. Et puis voilà, on invente des mots aussi pour qualifier ce qu'on mange. Voilà, quand on dit c'est mangoureux chez nous, ça veut dire que c'est extrêmement bon. Voilà, ça nous permet d'échanger avec nos enfants aussi. C'est très bien. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Pour vendre, ce sera plutôt vers La Roche-Posay, c'est ça, à partir de septembre peut-être? Voilà, exactement. Donc en fait, nous avons un compte Instagram Fleurs en Vienne, où dessus nous racontons toute notre histoire, parce que c'est aussi une histoire, c'est aussi un parcours. Et puis là-dessus, vous pourrez trouver toutes les informations. Donc il y aura un site internet et puis il va y avoir des marchés localement vers La Roche-Posay, sur le Grand Châtellerault. Et normalement, on va pouvoir être distribué au Clic Paysan sur le Grand Châtellerault. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Merci, au revoir. Pour finir, comme cette émission porte sur la culture de nos aliments, mais aussi sur le vivant, nous avions envie de demander à des défenseurs de la nature de s'exprimer et avons recueilli les propos de Morgane, qui nous explique les actions menées par la LPO dans la Vienne et en France. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors tout d'abord, qui êtes-vous et pouvez-vous nous parler de votre association et des actions qu'elle mène ? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Morgane Revol. Je suis arrivée dans l'association LPO, donc Ligue pour la protection des oiseaux, en 2018. Et je travaille beaucoup avec les collectivités, les agriculteurs du sud-est de Vienne, notamment dans le cadre de mes missions. Donc la LPO France est née en 1912. Son emblème que vous devez connaître ou déjà avoir vu, donc le macaremoine, témoigne justement du combat qui a été mené par son fondateur à l'époque, Albert Chapelier, pour faire cesser le massacre de ce petit pingouin qui se déroulait en Bretagne. Et donc c'est de là aussi qu'est née la création de la réserve naturelle des Sept-Îles que vous connaissez peut-être.
Et donc localement en Vienne, en 1975, on a eu la constitution du groupe ornithologique de la Vienne, qui est ensuite devenu LPO en 92. Et donc là, on est passé vraiment d'une action que pour les oiseaux à un statut ouvert à vraiment sur le fait d'agir pour la biodiversité. Et ensuite, on est passé vraiment LPO Poitou-Charentes depuis 2018. Et on a différentes missions. Donc, d'un côté, connaître les espèces. Donc, c'est vraiment acquérir la meilleure connaissance possible sur ces différentes espèces. Préserver et restaurer les milieux et les espèces. Donc là, on est vraiment impliqué auprès des professionnels concernés pour gérer les espaces aussi, comme par exemple la réserve naturelle de Saint-Cyr que vous connaissez peut-être du côté de Beaumont-Saint-Cyr. Et aussi une action de sensibilisation et mobilisation des publics. Donc vraiment de faire découvrir la biodiversité et sa fragilité à toute personne et d'encourager chacun à préserver son environnement proche. Donc en Vienne, on est une quinzaine de salariés répartis sur ces différentes missions. Et voilà, on est fort aussi de nos adhérents et bénévoles. On a près de 3100 adhérents en Poitou-Charentes, dont un tiers en Vienne. Donc des forces vives qu'on remercie vivement au quotidien. Super. Ok. Alors pourquoi est-ce que les oiseaux sont aussi importants dans l'équilibre naturel ? Et puis moi je me posais la question parce qu'on en avait parlé dans une autre émission. Qu'est-ce que vous pensez du fait que certains oiseaux soient classés comme ésodes, donc les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts qu'on appelait nuisibles avant, comme le corbeau-freux, la corneille, les tourneaux sansonnés, le jet des chênes, la pie bavarde, enfin... Oui, alors il faut garder en tête qu'il y a quand même près de 2 millions d'oiseaux et de mammifères sauvages qui sont tués en France chaque année parce qu'ils sont inscrits sur cette fameuse liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc c'est une liste qui est renouvelée tous les 3 ans par le ministère de l'écologie. Donc comme vous le disiez, dans la Vienne, il y a le renard, les tourneaux, la fouine, le corbeau, la corneille, qui sont vraiment des animaux qui sont présumés coupables et donc tués légalement toute l'année, car susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc c'est vrai que ce classement peut poser un peu problème peut-être en termes de méthodologie aussi et de connaissances, parce que finalement le fait de classer ces espèces ésodes ne prend pas vraiment en compte aussi leur rôle bénéfique dans la nature. Ils font aussi partie d'une certaine chaîne alimentaire. Il n'y a pas vraiment d'alternatives qui sont proposées à la chasse ou au piégeage dans l'approche avec ces espèces. Et on manque aussi de recul ou en tout cas d'études scientifiques, de suivi qui sont vraiment menées pour vérifier les dommages de ces espèces. Et puis il ne faut pas oublier aussi que finalement on peut avoir une responsabilité sur l'équilibre naturel via nos activités humaines, l'urbanisation, l'agriculture, nos différents modes de vie. Il faut garder en tête qu'avoir une biodiversité riche, c'est aussi avoir des milieux divers, comme la forêt, les zones humides, le bocage, culture, prairies, etc., pour justement y retrouver des espèces variées qui y vivent et surtout ne pas empêcher les interactions qui les lient. Et quand on va utiliser certains produits chimiques, par exemple, on va garder que les espèces qui sont capables d'y résister. Si on élimine certains prédateurs, on va engendrer la pullulation des espèces proies. Et donc, le fait d'être confronté à des espèces qui sont beaucoup plus présentes que d'autres dans un écosystème, c'est aussi le signe d'un certain déséquilibre. Et il faut chercher à comprendre les facteurs de ce déséquilibre avant d'agir, parce que on se rend compte que la situation n'est pas si simple que ça et que des fois c'est pas une réponse qui pourrait être apportée à l'échelle d'une parcelle ou d'une commune, mais qu'il va falloir dézoomer un petit peu, parce que ce qui importe dans la nature, comme je le disais, c'est les interactions. Et donc en ça, peut-être changer nos regards, dézoomer ou chercher à mieux comprendre comment interagissent ces espèces et pourquoi on les classerait susceptibles d'occasionner des dégâts. Oui, c'est peut-être une de vos missions d'ailleurs d'essayer d'être le médiateur entre la nature et puis les êtres humains pour planifier, faire autrement. Tout à fait, parce qu'après, en effet, on ne peut pas protéger sans connaître aussi. Donc, notre but, c'est de vraiment porter à connaissance les enjeux, les espèces phares présentes sur un territoire. Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont présentes, qu'elles ont été présentes, et comment faire en sorte de les pérenniser ou de les retrouver. Est-ce que vous avez des exemples de cohabitation parfois difficiles, mais aussi de services qu'ils rendent aux êtres humains ?
Alors du coup sur les cohabitations difficiles, c'est vrai qu'on peut être justement confronté à des problèmes de corvidés sur les histoires de semis en agriculture. Alors après on sort aussi des oiseaux, mais toujours dans les ésodes. Enfin voilà, le renard qui irait manger les poules au poulailler. Mais pour en tout cas en revenir aux oiseaux, il ne faut pas aussi oublier qu'ils fournissent de nombreux services essentiels, que ce soit dans nos quartiers ou dans nos campagnes. On peut garder en tête que par exemple ils peuvent disperser pas mal de graines lorsqu'ils cherchent à faire des réserves, donc ils vont cacher ces graines. Des fois il y a des oublis, ça peut être le cas par exemple du jet des chênes qui est aussi classé ésode, donc espèce susceptible d'occasionner des dégâts, mais qui justement en allant cacher ses graines et en oublier participe à la dispersion des chênes, donc très utile par exemple pour les forestiers. Et puis on a aussi beaucoup d'oiseaux qui aident à combattre les insectes en se nourrissant, comme des ravageurs, et là ça va être très utile aux agriculteurs par exemple. Donc, juste pour compléter, vous parliez de services rendus aux êtres humains, il ne faut pas oublier aussi que les oiseaux peuvent être d'excellents indicateurs de l'état de notre environnement. C'est un peu des sentinelles de la nature, et leur étude nous permet aussi de connaître l'état général des écosystèmes dont nous faisons partie, et c'est pour ça que c'est aussi essentiel de pouvoir continuer à les surveiller et de détecter rapidement s'il y a des déclins pour voir vers quel type d'espèce on va essayer d'agir en priorité. Et donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec différents acteurs du territoire, les collectivités, les forestiers, les agriculteurs, etc. pour essayer de maintenir ou de restaurer cet environnement sain, favorable à ces espèces, mais aussi à nous, êtres humains. Alors justement, vous parliez des agriculteurs. Quelles sont les actions que vous menez en partenariat ou auprès des agriculteurs? Et puis, moi j'ai envie de vous demander, quel type d'agriculture vous semble les plus favorables à nos petits amis ailés? Alors c'est vrai qu'en Vienne et en Poitou-Charentes, ça fait plusieurs années, voire dizaines d'années qu'on mène des actions en lien avec les agriculteurs. Donc il y a différents types de programmes, des programmes que nous portons au sein de la LPO pour la protection des oiseaux et des milieux, comme par exemple la protection des nichés de busards. Donc c'est des oiseaux qu'on va retrouver dans les plaines céréalières et qui nichent par exemple dans le blé ou les orges. Et donc là se pose le problème au moment où l'agriculteur va venir pour faire ses moissons, le nid et les jeunes risquent de passer dans la moissonneuse. Donc à ce moment-là, on a pas mal de nos collègues ornithologues qui s'occupent du suivi de la protection des oiseaux en lien avec de nombreux bénévoles. On remercie de tout cœur qui vont justement parcourir les plaines. Donc voilà, en ça on commence à être aussi bien identifié de la part des céréaliers, mais du coup l'idée étant de pouvoir localiser les nids pour les protéger et faire en sorte qu'au moment de la moisson, l'agriculteur puisse l'éviter, et donc ça permet aussi aux jeunes de retrouver leur envol. Donc ça fait près de 25 ans qu'on le mène en Vienne par exemple, et donc on commence à être bien identifié sur la thématique, et merci encore aux agriculteurs qui travaillent en partenariat avec nous là-dessus. On travaille aussi sur des chantiers de plantation de haies. Donc là, il me semble que ça fait depuis les années 2009. Donc il y a de plus en plus de dispositifs actuellement qui existent pour encourager la plantation de haies. Mais c'est vrai que la LPO, ça fait un petit moment qu'on est sur ce sujet-là. Et pour donner une idée, donc c'est près de 70 km de haies qui ont été plantées justement depuis 2009. J'ai près de 80 agriculteurs, donc ça commence à faire en Vienne. Et bien sûr aussi, notre travail consiste à encourager le maintien des haies existantes, en plus de celles qui sont plantées. Mais là on fournit le gîte et le couvert aussi à certains oiseaux pour trouver de quoi s'alimenter dedans et trouver de quoi faire leur nid également dedans. Donc ça c'est vraiment des projets qu'on porte au sein de la LPO. Et après il y a aussi des missions pour lesquelles on est missionné pour animer un dispositif de l'État. Donc là ce sera les mesures agri-environnementales. C'est un outil qui est issu de la politique agricole commune, la PAC, et donc qui permet aux agriculteurs volontaires de s'engager dans des pratiques favorables à la biodiversité. Donc c'est sur une durée de 5 ans, en échange d'une indemnité. Et comme on est très présent sur la préservation du bocage, des prairies, ça permet de faire vraiment un lien assez intéressant, de connaître leurs pratiques et de pouvoir faire en sorte qu'ils adoptent des pratiques vertueuses pour ces espèces. Donc voilà, la LPO les informe, les conseille dans le choix des actions à mettre en place en fonction de leurs pratiques.
Et pour donner une idée, par exemple, en 2023, on a près de 400 agriculteurs et agricultrices qui ont été accompagnés par la LPO pour être engagés dans les mesures agro-environnementales, qui est assez énorme à l'échelle Poitou-Charentes. Et donc par ces mesures agro-environnementales, on va permettre la préservation et la bonne gestion, par exemple, des zones humides, des prairies naturelles, des haies, mais aussi retrouver des surfaces en herbe qui sont du coup entretenues un peu plus tardivement pour permettre la reproduction de certains oiseaux. Donc voilà, on a vraiment différents dispositifs qui nous permettent de créer le lien et d'entretenir le lien avec ces agriculteurs volontaires, et il y en a énormément dans le département. Et pour votre dernière question aussi sur le type d'agriculture, c'est vrai que c'est toujours assez compliqué parce qu'il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs ou d'agricultrices. Mais en tout cas, bien sûr, on peut quand même dire que l'agriculture qui n'utilise pas de pesticides est à encourager largement tout de même, parce que les pesticides participent largement à la baisse aussi des populations d'insectes, qui constituent une des ressources alimentaires majeures pour les oiseaux et pour beaucoup d'autres animaux. Et donc ces insectes, rappelons-le aussi, participent à la pollinisation de nombreuses plantes. Donc en ça, ce sont des auxiliaires pour les agriculteurs. Et on pourra autant avoir un agriculteur bio qui n'utilise pas de pesticides, mais chez qui on pourra toujours encourager à conforter son maillage de haies, par exemple. Et on aura aussi des agriculteurs qui sont, on va dire, raisonnés, qui n'ont pas de label, mais qui pour autant préservent aussi les prairies naturelles et le bocage. Donc je pense que la chose à garder en tête, c'est vraiment de pouvoir limiter l'utilisation de pesticides, et ensuite voir au cas par cas dans les fermes comment, je vous le disais, préserver les zones humides, remettre en place du bocage, des trames de circulation aussi pour différentes espèces. Donc ça sera vraiment au cas par cas. Mais on se rend compte dans les échanges que sur les éléments proposés, ça participe en général aussi à abaisser les charges des agriculteurs. Donc il peut y avoir un consensus économique aussi à trouver entre préservation de la biodiversité et le fait de baisser certaines charges comme le fioul, les intrants, les produits phyto. On a beaucoup d'agriculteurs qui poursuivent leurs engagements au-delà des 5 ans. En fait, c'est un dispositif qui se renouvelle à chaque politique agricole commune. Donc en général, c'est sur des périodes de 5 ans. Et avant, on pouvait avoir, c'était un autre mot que les mesures agro-environnementales, mais le dispositif était sensiblement le même. Et on a des agriculteurs qui sont engagés depuis 10, 15, 20 ans dans ce but très positif. De plus en plus d'agriculteurs ont connaissance de ces dispositifs, et finalement, à l'heure d'une transition agroécologique, du fait qu'on est aussi en plein changement climatique, qu'il y a de plus en plus de questions posées sur justement ces charges, sur qu'est-ce que l'agriculteur peut garder pour lui aussi en termes de rémunération à la fin. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Il y a un outil de la PAC qui existe pour assurer cette transition, et il faut vraiment faire en sorte qu'il persiste et qu'il soit connu de tous les agriculteurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire individuellement ou même collectivement pour aider les oiseaux et la LPO? Puis si vous avez un agenda à nous communiquer, bien c'est le moment. Plein de choses. Donc aussi avoir en tête que cette année à la LPO, c'est l'année de l'arbre. Donc ces temps-ci, vous avez peut-être eu connaissance ou vu des affiches ou de la communication sur le mieux à faire, c'est de ne rien faire. À garder en tête que du coup là on est en pleine période de reproduction, et que par exemple au titre de la politique agricole commune, les agriculteurs ont interdiction d'intervenir sur leurs haies entre justement la mi-mars et le mois de juillet ou le mois d'août. Mais c'est pas le cas, il n'y a aucune obligation chez les particuliers, et par contre on encourage largement les gens à éviter d'intervenir sur leurs arbres ou à couper leurs haies entre mi-mars et fin août. C'est vraiment là où on va avoir énormément d'oiseaux qui se reproduisent dans ces arbres ou dans ces haies, mais aussi énormément d'insectes. Il y a beaucoup d'espèces qui dépendent de ces éléments-là, et donc d'essayer d'anticiper au mieux si vous avez à couper, à tailler vos arbres ou vos haies plutôt à l'automne ou à l'hiver, et de laisser ces éléments un peu au repos
pendant la période de printemps-été. Donc ça c'est à avoir en tête. Et puis après, au quotidien, n'hésitez pas à nous rejoindre à la LPO ou en tout cas à prendre des informations, à nous contacter. Comme je vous le disais auparavant, donc on propose beaucoup de chantiers de plantation de haies. Vous pouvez aussi nous aider sur les prospections pour la protection des nichés en oiseaux plaines. Il y a plein d'enquêtes aussi qui sont menées auprès de plein d'espèces d'oiseaux différentes. Donc vous pouvez nous aider à la connaissance. Et puis il y a vraiment plein de choses potentielles à faire. Et on aura aussi les chants des oiseaux des ports de Vienne à Châtellerault le dimanche 21 avril. Donc là, rendez-vous 8h à la base de canoë kayak. Donc là, c'est le quai Alsace-Lorraine à Châtellerault. Je me disais aussi, je crois que vous vendez des graines aussi pour les oiseaux. Est-ce que c'est bien de nourrir les petits oiseaux comme ça pendant l'hiver ? Oui, alors c'est justement très bien de nourrir les oiseaux pendant l'hiver, mais là on va arriver du coup plutôt sur le printemps, donc l'idéal serait de vraiment pouvoir stopper le nourrissage des oiseaux à la mangeoire avec le printemps qui arrive. Ils vont aussi davantage se tourner vers les insectes, et puis c'est de pas oublier que en continuant à nourrir les oiseaux, alors on veut se faire plaisir parce qu'on a toujours envie de pouvoir observer les oiseaux proches de chez nous. C'est vraiment un moment qui peut nous faire vraiment plaisir, mais le fait d'attirer les oiseaux au printemps quand il commence à faire chaud, le fait de les faire se regrouper sur la mangeoire, en fait il peut y avoir beaucoup de transmission de maladies, etc. Et finalement, en voulant bien faire, on peut faire mal parce qu'on va favoriser la propagation de maladies au sein des oiseaux. Quand il fait froid l'hiver, il n'y a aucun souci, mais on peut se rendre compte que on peut avoir en fait vraiment le nourrissage des oiseaux plutôt l'hiver quand ils en ont vraiment besoin. Et là, ils vont pouvoir trouver un petit peu plus leur alimentation dans la nature qui les entoure, et surtout garder en tête qu'on peut malheureusement aider à la propagation de maladies, ce qui n'est pas le but souhaité initial. Donc nous vendons des graines, mais réservées plutôt à la période hivernale. D'accord. Donc là, il vaut mieux arrêter le nourrissage. C'est utile les nichoirs ? Par contre, oui. Comme on le dit souvent, pour une espèce, ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir et le gîte et le couvert. Et on a beaucoup d'espèces qui dépendent de cavités pour faire leur nid. Des cavités qu'elles peuvent peut-être moins trouver dans des espaces un peu urbanisés. Donc près de chez vous, n'hésitez pas à poser des nichoirs pour encourager l'installation de ces espèces, et toujours garder en tête de les mettre hors de portée de nos pattes de nos amis chats. Oui, c'est vrai. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Super, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Au revoir Morgane. Au revoir. Après tous ces interviews, je vous ai choisi un titre de Oiseau. Oiseau, c'est le groupe qui trimballe depuis plus de 2 décennies ses refrains entêtants et sa ritonade festive. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et oui, je suis sûre que vous la connaissez. Sur scène, le quatuor Auvergnat est un véritable cocktail détonnant d'énergie volcanique et fête leurs 25 ans. Aujourd'hui, je vous propose leur titre Agriculteur, reprise sur les barrages par des agriculteurs, s'imposant sur les réseaux sociaux ces derniers jours, devenant l'hymne symbole de l'actuelle crise agricole. Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs, à la fraîche au petit matin. Le coq nous clame ses chansons. L'année prochaine, oui c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne retourne pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. De pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines, les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. On ne retourne pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs.
tu as la main verte, tu peux venir, la ferme est ouverte. Surtout ne te fais pas de mille, on ne va pas trier les lentilles à côté du puits envolé. Avec le coup déjà levé, y aura Jim, notre vedette, on t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Comme à mon habitude, j'essaie de vous proposer quelques sorties en lien avec le sujet de l'émission. Tout d'abord, l'association Nous voulons des coquelicots organise une table ronde publique autour de la qualité de l'eau avec une rencontre entre Eau de Vienne, UFC Que Choisir et Vienne Nature. Ce sera le 5 avril à la salle de la Gornière. Par contre, pour l'heure, il faudra vérifier et écouter Bastien dans notre agenda. Et je pense qu'il va le redire. Ensuite, éveillez vos sens avec nos produits locaux. C'est une animation sur la route des saveurs. En famille ou entre amis, venez déguster le temps d'un après-midi des gourmandises sucrées du territoire. C'est le mercredi 17 avril à 14h à l'Office du tourisme de Grand Châtellerault. L'entrée est libre, mais la réservation est conseillée au 05 49 21 05 47 ou à l'adresse mail accueil@ot-châtellerault.fr. Ou alors, vous pouvez directement aller réserver sur la page www.tourisme-châtellerault.fr/profiter/billetterie. Ensuite, plantes comestibles et médicinales. Les mercredis 17 et 24 avril de 14h30 à 16h30. Apprenez à reconnaître quelques-uns des végétaux qui nous entourent et découvrez comment les utiliser avec l'aide d'un spécialiste. Un savoir qui s'est peu à peu perdu depuis la nuit des temps et qui se redécouvre aujourd'hui. Rendez-vous au chalet d'accueil de la réserve du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne à 14h30. Pensez à avoir une tenue adaptée aux conditions météo. Les bottes sont recommandées et les chiens sont interdits, même tenus en laisse. L'inscription est obligatoire sur helloasso.fr. Et enfin, profitez d'une visite de la ferme du Pré-Joli le mercredi 24 avril de 14h30 à 16h. Vous aurez la chance de déguster les produits artisanaux issus de l'exploitation. Le Pré-Joli est une ferme familiale dont on avait déjà rencontré Monsieur Pré-Joli dans une émission précédente, qui a transformé son exploitation agricole au fil du temps. Au début, une ferme fonctionnant de manière intensive, ils ont abandonné les méthodes conventionnelles au profit d'une approche respectueuse de l'environnement. Ils ont diversifié leur activité en lançant une fromagerie artisanale, valorisant ainsi leur lait biologique. Aujourd'hui, leur ferme propose une gamme variée de 40 produits laitiers biologiques, dont des fromages, du beurre et des yaourts, témoignant de leur engagement envers la qualité, le respect de l'environnement et le bien-être animal. C'est 6 € sur réservation, toujours auprès de l'Office du tourisme de Grand Châtellerault, comme pour l'atelier Éveillez vos sens. Donc je vous redonne le numéro de téléphone 05 49 21 05 47 ou directement sur la page tourisme-châtellerault.fr/profiter/billetterie. Alors, comme à chaque émission, Myriam vous a sélectionné quelques livres que vous pouvez emprunter aux médiathèques de Châtellerault ou ailleurs. Je vais vous parler du premier, c'est-à-dire le roman Éden de Thomas Palpan, c'est l'auteur, paru le 3 mars 2021. Mise à la porte pour avoir tenté de faire prendre à son entreprise un virage plus écologique, Mia se sent incomprise et peu à sa place dans la frénésie citadine. Cette amoureuse de la nature rêve d'une autre vie. Elle tombe un jour sur un concours organisé par le nouveau réseau social en vogue, appelant à monter un projet susceptible d'avoir un impact positif sur le monde. Et si c'était enfin l'occasion qu'elle attendait ? Mais sans argent ni soutien et avec pour seules armes ses idées, l'affaire se trouve bien mal embarquée. Celle qui croit si fermement au destin va pourtant faire une rencontre qui va tout changer. À une époque où le développement durable devient bien plus qu'une nécessité, et si se mettre au diapason de notre planète était finalement
à notre portée. Un roman plein de tendresse et d'humanité, témoin d'une société plus que jamais désireuse de se réinventer. Ensuite, je vous propose le documentaire La vache ne rit plus de Christophe Paroni, édité par Grand Caractère, sorti le 12 juin 2023. La vache ne rit plus, les agriculteurs non plus. La vache pète trop, elle pollue trop, à tuer. L'auteur met en avant les incohérences et les nombreux plans en cours pour supprimer l'agriculture. On a confiné la pensée. Ce livre explore en profondeur les réponses pour la transition vers des alternatives aux agriculteurs pour prendre le contrôle de votre alimentation. Il met en évidence l'importance de l'agenda 2030 de l'Europe et propose des solutions. Analyse du rapport de la Cour des comptes, long de 137 pages consacré aux vaches et aux solutions proposées, qui sont radicales. Tuer purement et simplement 50% des vaches en France. Que nous prépare-t-on ? Bref, la vache, elle ne rit plus. La vache qui rit, c'est fini en 2024. Les agriculteurs sont la nouvelle cible, les réduire au silence et les supprimer. Ils l'ont compris, ils débarquent en tracteur sur les routes européennes pour sonner l'alerte alimentaire en Europe. Découvrez donc ce que vous prépare l'Europe. Et enfin, une bande dessinée, Rural, chronique d'une collision politique, d'Étienne Davodo, et publiée en 2001 par les éditions Delcourt. Alors que 3 jeunes paysans du Maine-et-Loire œuvrent à la conversion biologique de leur ferme laitière, celle-ci se voit menacée par la construction de l'autoroute A87 dont le tracé passe à proximité de leur champ. Mention spéciale pour le prix Alf Art du scénario 2002 au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et a reçu également le prix Tournesol 2002. Comme toujours, vous pourrez bientôt retrouver l'émission sur le site ozondes.fr. Vous pouvez aussi soutenir la radio Ozondes FM sur notre cagnotte en ligne Litchi. Toute contribution nous aide car rappelons-le, nous sommes une radio associative. Et comme nous le disons à chaque fois dans l'émission, vous pouvez nous suivre et poster vos commentaires sur nos pages Facebook, Instagram et X. L'émission est terminée. Merci à toi Carole et à Bastien pour la programmation. Et merci à toi Myriam. On se quitte en musique avec le chanteur britannique Maccabi, de son vrai nom Christopher McFarlane. Adepte du mouvement Rastafari qui est proche de la nature et porte respect à toute forme de vie végétale ou animale, Maccabi dit manger Ital, un régime particulier qui mise sur les produits frais biologiques, si possible cultivés par soi-même, et sans rien d'industriel dans l'assiette. Il nous entraîne dans un reggae frénétique au flow rapide. Revendiquant son véganisme, il énumère une longue liste de délicieux aliments qui nous rappellent la richesse et la variété à notre disposition. Salamata, Aital and a vegan, we're vegan. I and I eat from the earth and leave the animals to give birth. No deaders, no fur, no feathers. When I tell people I don't eat meat, fish or dairy, then look for me strangely. Them not realize I eat a very wide variety. Listen to Maccabi. Yo, how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a vegan, man. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a vegan. When me no eat no meat, no fish, no cheese, no egg. Nothing with no foot, no eye, no wing, no head. Nothing with no lip, no ears, no tongue, no leg. Prefer fruit and vegetables instead. Me careful and me choose about what I'm eating. Me medicine, me food is me medicine. When me tell people that me no eat them, they think. They look at me and scratch them chin and start wondering how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a vegan. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me eat. You want hear what me eat? Yo, I eat callaloo, ackee, sweet potato, yam, banana, and tomato, cabbage, spinach, avocado, chocho, buttered bean and cocoa, courgette, millet, plantain, rice and peas and pumpkin, mango, dates and guava, chickpeas and cassava, Brussels sprouts and cauliflower, onion, fennel and cucumber, plum, pear and papaya, aubergine and saya, lime, lentils and quinoa, oatmeal bread and oatmeal flour, watercress and okra, tofu and sweet pepper, couscous and carrot, broccoli and coconut, peaches, apples, apricot, breadfruit, jackfruit, sour sap, pistachios, cashews and almonds, walnut, peanut, also pecan, sesame seeds, sunflower, lemon, orange, pineapple and melon, mango, wheat and garlic, kiwi, corn and turnip, pacho and pomegranate,
Hijiki and rocket berries, cherries and strawberries, beetroot, fruit and celeries. You say the meat's not necessary. We tell them say, how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a vegan man. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a vegan. Hey, look how me big and me say look how me strong. Some people can't believe that me a vegetarian. If you want a healthy body, check the real Rasta man. Cause Rasta man will tell you about the right nutrition. Me get me calcium, me sodium, me get potassium, me get me zinc, me get me iron and me magnesium. Instead of yam the fish, me yam what the fish yam. Like the kelp and Irish monster growing at the ocean. Me get me proteins and me minerals, me get me calories, the vitamins A, the B, the C, the D, the E, the F, the G. Essential fatty acid like the omega-3. Me get me fiber and me carbohydrates in my body. Don't forget your water, drink a few glasses a day. The toxins in your body, just flush them away. Some of the things you eat stop in your body and decay. When it come to food, I don't play. We tell them say, how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say, me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a vegan man. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say, me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a vegan. A lot of people would have stopped eat the meat if they had to kill the animal before they could have eat. Look on the way the animal then get treated. Unsanitary condition where some of them keep it. We're supposed to eat the meat, we would have sharp teeth. You wouldn't need a knife and a fork, you know see. You can't eat it raw, you have to cook it complete. And put on vegetable seasoning to make it taste sweet. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a vegan man. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a it's up to you. You can eat what you want to. You can be a vegetarian and be healthy too. There's a lot of choice around, many foods around you. Just remember, some more I forget to tell you. The nectarines and tangerines and clementines and guanabana, lychee, oats and ginger, kale, spirulina, mung bean, homemade pasta. No feathers, no feathers.